pense que, je pense que vous nous avez donné le go, donc on peut commencer. Mesdames et messieurs, honorés confrères, chers maîtres, honorés consoeurs, bienvenue à ce énième numéro de lundi Parlons Radiologie, un rendez-vous, un rendez-vous du savoir et d'échange scientifique, une occasion qui nous permet d'approfondir nos connaissances et nous mettre à niveau au quotidien. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très intéressant. Il s'agit des hémorragies intracrâniennes, un sujet très vaste, raison pour laquelle nous allons l'aborder en deux parties. Vous n'êtes pas sans savoir que les hémorragies intracrâniennes constituent un sérieux problème de santé publique du fait de sa mortalité qui reste encore élevée, surtout dans nos milieux à faible revenu. Les difficultés d'accès aux examens d'imagerie, le plateau technique pour la prise en charge pose encore des sérieux problèmes dans nos pays. Les hémorragies intracrâniennes constituent des urgences où chaque seconde compte parce que le pronostic vital et le devenir neurologique du patient en dépendent. Pour aborder ce sujet très intéressant, nous avons deux éminents intervenants. Premièrement, comme présentateur, nous avons le docteur Johnny Edingo, qui n'est plus à présenter. Pour moi, c'est un aîné. Le docteur Johnny Edingo est radiologue spécialiste en neuroradiologie au CHU de Rouen-Charles-Nicolle et au Centre d'imagerie médicale des cliniques Pasteur Bourguignon à Évreux, en France. Docteur Edingo, bonsoir. Bonsoir. Et comme panéliste, nous avons le docteur Trésor Ngamassata qui n'est plus à présenter aussi. Pour moi, c'est mon chef. Et donc, comprenez que je puisse le présenter avec tous les honneurs et tous les égards dus à son rang. Le docteur Ngamassata est directeur médical au CHU Renaissance ex-Mamaemo. Il est neurochirurgien adulte et pédiatrique. Il est membre du pôle neurochirurgie RDC. Il est spécialiste en chirurgie mini-invasive et robotique de la colonne. Le docteur Ngamassata est un ancien interne des hôpitaux civils de Colmar en France et il est ancien résident du CHU Ibn Rod au Maroc. Docteur Ngamassata, bonsoir. Bonsoir. Les présentations ainsi Je ne sais pas faites. si... Est-ce qu'on m'entend très bien parce que j'ai fait une projection. Je ne sais pas si le son est bon chez tout le monde chez moi. Moi, je vous entends très bien, docteur Ngamassata. Je pense que les autres aussi. Merci. Alors, les présentations ainsi faites, nous allons prendre le taureau par les cornes. Et donc, nous allons passer directement la parole au docteur Johnny Edingo pour nous faire l'économie de sa présentation. Docteur Edingo, vous avez 45 minutes, tout au plus 50 minutes pour faire votre speech. Vous avez la parole, cher aîné. Bonsoir à tous. Oui, avec 45 minutes, 50 minutes, on va essayer de faire. Voilà, j'essaie d'aller vite, mais sans aller trop vite non plus, puisque le sujet il est très vaste. Et du coup, on va essayer de faire une partie. Donc aujourd'hui, donc ce sera la première partie. On s'arrêtera là, on pourra, par rapport au temps qu'on nous a attribué. Et puis le 24, on fera la deuxième partie, on finira le reste. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, c'est quoi un saignement intracrânien? En fait, un saignement intracrânien, donc, c'est une extravasation de sang en dehors des vaisseaux. Donc, c'est dû à une lésion vasculaire. Donc, ça, je pense que tout le monde connaît. Donc, la généralité, au fait, sur les hémorragies, c'est que les hémorragies peuvent être intracrâniennes, peuvent être d'origine traumatique ou non traumatique.
Donc aujourd'hui, nous, on va s'appesantir sur tout ce qui est hémorragie non traumatique, donc on ne fera pas la partie traumatique. Et les hémorragies intracrâniennes représentent quand même 15 à 20% des AVC, hein, de façon générale dans le monde. Je sais qu'il y a encore plusieurs études qui doivent être faites ou qui ont été faites ou qui sont en cours, qui sont faites en Afrique subsaharienne. Déjà, essayer de voir à peu près, ça représente en fait, quelle incidence des AVC. Et il y a une mortalité qui est quand même élevée, de l'ordre de 40% à un mois, 54% à un an. Donc, avec une indépendance fonctionnelle au long terme de 12 à 39%. Donc, il y a une épidémiologie qui évolue depuis les années 80. Donc, cette épidémiologie, elle évolue aussi à cause de l'efficacité des traitements. Déjà, donc, il y a de moins en moins d'hématomes intraparenchymateux d'origine hypertensive, parce que les traitements on a des meilleurs traitements. On a de plus en plus d'hémorragie intracrânienne liées aux angiopathies amyloïdes, parce qu'on vit plus longtemps. Et aussi, on a de plus en plus d'hémorragies liées aux traitements anticoagulants. Donc, ce qui fait que l'épidémiologie évolue depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Il y a plusieurs facteurs de risque, au fait, qui sont associés aux hémorragies. Et le principal facteur de risque reste quand même des hémorragies non traumatiques, reste l'HTA. Donc, l'HTA qui multiplie quand même le risque par 9 hein, d'avoir une hémorragie intracrânienne. Il y a l'âge, le sexe, traitement anticoagulant, la prise de tabac, l'alcool, le diabète et d'autres facteurs de risque qui sont aussi beaucoup moins fréquents. En fait, les causes sont multiples. Quand on les voit comme ça peut faire peur. On peut se dire, ah, oh, il y a beaucoup de causes d'hémorragie. Mais quand on commence à les regrouper, on commence à voir un peu plus clair. Déjà, en traumatique, non traumatique, les causes restent toujours multiples. Mais il faut avoir une approche de réflexion un peu différente pour pouvoir s'en sortir parmi toutes les causes qu'on a ici, parce que toutes les causes n'ont pas la même fréquence, ni par rapport à l'âge. Donc, du coup, déjà par rapport à la fréquence, pour les hémorragies non traumatiques, l'HTA reste quand même la cause la plus fréquente, suivie des angiopathies amyloïdes, parce que là, on vit beaucoup plus longtemps. Bien sûr, les traitements anticoagulants, les malformations vasculaires. Donc, les quatre représentent quand même la majorité des causes des hémorragies intracrâniennes non traumatiques. Après, on a des causes voilà, idiopathiques inconnues, et puis on a aussi des atteintes systémiques. Déjà, à partir de ça, on commence à avoir un peu plus clair. Et puis, quand on a une hémorragie, c'est un sujet jeune, la réflexion, elle est différente. Déjà, si un sujet jeune, on ne va pas rechercher l'HTA, on va rechercher d'abord la malformation vasculaire. Donc, l'approche sera différente. Le protocole d'imagerie sera différent aussi, parce qu'on va rechercher en premier lieu une malformation vasculaire. Les atteintes systémiques, les traitements par anticoagulants restent aussi, et d'autres causes restent quand même les grands. On voit que l'HTA et l'angiopathie amyloïde, c'est extrêmement rare chez les sujets de moins de 30 ans. Et quand on passe à plus de 60 ans, plus de 50 ans, 60 ans, donc on va moins rechercher les malformations vasculaires, plus s'orienter vers les causes hypertensives, l'angiopathie amyloïde, les traitements anticoagulants, antiagrégants. Donc déjà, rien qu'avec l'âge, on peut déjà regrouper les causes d'hémorragie. C'est vrai qu'il n'y a pas que ça, hein, donc il y aura tout, la symptomatologie clinique et tout le reste, mais déjà, rien qu'avec l'âge, on peut déjà regrouper les causes qui représentent quand même la majorité de notre quotidien, hein. Donc, un patient qui vient à plus de 60 ans avec une hémorragie, c'est fort probable que ce soit lié à l'HTA, l'angiopathie amyloïde ou un traitement anticoagulant qu'une malformation vasculaire. Un sujet qui a 20 ans qui avec une hémorragie, on ira chercher la malformation, la thrombose veineuse. Donc, vraiment, les causes vraiment diffèrent par rapport à l'âge. Les questions qu'on se pose quand on reçoit un patient pour une hémorragie, la première question, c'est toujours, est-ce bien une hémorragie? Parce que c'est la première question. Est-ce que c'est une hémorragie? Est-ce que c'est un artefact? Voilà. Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est une hémorragie qui est plutôt spontanée ou traumatique? Bien que, voilà, ça, c'est le contexte clinique qui va nous orienter. Patient qui vient en urgence pour un traumatisme de la voie publique, donc on sait que c'est un contexte traumatique. Un patient qui vient pour une chute à domicile sans notion de traumatisme, déjà, le contexte clinique va beaucoup nous orienter. Quel est le compartiment atteint? Est-ce qu'il y a des éléments de risque d'aggravation clinique? Est-ce que chez tous les patients qu'on va faire un bilan complémentaire à visée étiologique? Et si
on va faire un bilan complémentaire. Ce sera quel examen complémentaire qu'il faut réaliser en première intention? En sachant que ça va beaucoup dépendre aussi du milieu dans lequel voilà, le patient il évolue. Hein, parce que, comme le docteur T le disait tout à l'heure, donc si c'est dans une région où l'accès à l'imagerie est peut-être assez difficile, est-ce qu'on doit privilégier en premier lieu un scanner chez ce patient ou pas? Est-ce que ce sera un scanner injecté ou non injecté? Est-ce que c'est une IRM? Est-ce qu'on a la possibilité de faire une IRM ou pas? Donc tout ça doit être évalué et selon le type d'hémorragie qu'on a. Donc, la première question à laquelle on doit répondre, est-ce que c'est bien une hémorragie? Mais alors, comment répondre à cette question? Il faut savoir comment se présente le sang déjà en imagerie. Le sang n'aura pas le même aspect en IRM qu'au scanner. Donc, l'apparence, au fait, du signal, que ce soit ou de la densité, hein, au scanner ou en IRM, va dépendre quand même de plusieurs facteurs. Le premier facteur, bien que tous les facteurs, ce ne sera pas les mêmes, que ce soit pour l'IRM ou le scanner, mais déjà de l'hydratation du caillou, de l'hémoglobine, quelle est sa phase de dégradation. Donc, est-ce que c'est de l'oxyhémoglobine, de la déoxyhémoglobine, de la méthémoglobine, les protéines du sang, la séparation du sérum avec le culot globulaire et la qualité du tissu. Déjà ça. En IRM, les principaux facteurs qui vont influencer le signal, ce sera l'hydratation du caillot et puis l'état de l'hémoglobine, son état d'évolution, de dégradation. Alors que pour le scanner, ce sera plutôt l'hydratation, pareil, l'hémoglobine et les protéines de sang et la séparation du sérum et du culot. Donc, on va voir ça. En IRM, donc, selon l'état de dégradation de l'hémoglobine, il n'y aura pas le même nombre d'électrons en périphérie. Et ce nombre d'électrons en périphérie, c'est ce qui sera responsable de ce qu'on appelle les Ah, différents cher ami. effets. Hein. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui. Donc, ce soit pour l'effet diamagnétique, paramagnétique ou encore super paramagnétique. Donc, dépendra. Bon, Bonjour, docteur Edingo. J'ai fermé le micro de tous. Là, vous pouvez réouvrir votre micro. là, c'est mieux, là, on m'entend, là? Docteur Katumba, est-ce qu'il y a moyen de fermer votre micro? Ça reste ouvert, ça Mais donne le retour. non, c'est bizarre, mais il est mute. Ça signifie qu'il est. Ouais. Donc, je reprends. Donc, on disait que selon la forme de l'hémoglobine et son état de dégradation, ça va vraiment influencer l'aspect qu'on aura en IRM. Donc, ce soit qu'il y aura de l'effet diamagnétique pour de l'oxyhémoglobine à l'effet super paramagnétique pour la ferritine. Et ça se manifeste comment en IRM? Donc, avec nos séquences de base, on a la séquence T1 et puis on a la séquence T2, séquence T2 qu'on voit ici. Là, on a un hématome pariéto-occipital gauche, donc on le voit tout, ça c'est les séquences T1, une séquence T2, là c'est une séquence en écho de gradient et là c'est une séquence de diffusion. Donc on a les quatre séquences. Donc pour la phase hyper aiguë, donc où on a encore de l'hémoglobine oxygénée, nous avons un effet, ce qu'on appelle diamagnétique, donc encore une bonne hydratation donc, de notre hémoglobine, donc on aura quasiment le signal de l'eau. Donc en T1, il sera en isosignal. En T2, il sera aussi en isosignal. Donc, isosignal par rapport au reste du parenchyme. Hein, isosignal, isosignal. Que ce soit sur la séquence de susceptibilité magnétique, c'est aussi quasiment en isosignal, malgré qu'il y a ce liseré périphérique en hyposignal. Après 1 à 2 jours, l'hémoglobine va commencer à se dégrader. Donc, il y aura une consommation de l'oxygène. Nous allons passer à de l'hémoglobine, donc à l'oxyhémoglobine, à la déoxyhémoglobine, une hémoglobine qui est déoxygénée, avec un nombre d'électrons périphériques qui commence à augmenter. Donc ça va justement provoquer cet effet paramagnétique. Qui dit effet paramagnétique, ça va provoquer une chute de signal en T2. Donc dans la phase aiguë, nous aurons un signal voilà, en T2 qui sera un hyposignal, donc 1 à 2 jours, et le signal en T1, il sera toujours en isosignal. Là, on a toujours notre hématome avec la séquence T1 et la séquence T2. On voit qu'entre 1 et 2 jours, on a toujours l'isosignal T1, mais nous passons maintenant à l'hyposignal T2. Entre le deuxième et le septième jour, donc la phase subaiguë précoce. Donc, cette phase-là, donc on a
justement, on passe à la méthémoglobine. Donc, on a cette méthémoglobine avec le nombre d'électrons en périphérie qui augmente et qui va augmenter l'effet paramagnétique, qui fait que sur la séquence T1, dès qu'on commence à passer à la phase subaiguë, on a le signal en T1 qui commence à augmenter. Dès qu'on a un hypersignal T1, on sait qu'on a la phase subaiguë, qu'elle soit précoce ou tardive. Donc, on a toujours notre hypersignal T1. Nous, c'est un peu ce qu'on... Voilà. Parce que ce n'est pas toujours simple de retenir les différentes phases. Voilà, la petite astuce, c'était ce qu'on utilisait avant, c'était le Zoro, donc le Z de isosignal. Donc, on sait que quand on est en isosignal T1, isosignal T2, on a la phase hyper aiguë. À partir du moment où on a l'hypersignal T1, donc dès que le signal en T1 commence à augmenter, même si le signal en T2, on a encore un hyposignal comme ici, on sait qu'on a la phase subaiguë. Donc, quand c'est hyper de deux côtés, on sait que c'est une subaiguë, phase subaiguë tardive. Et quand c'est que hypersignal en T1, hyposignal en T2, on a en subaiguë précoce. Donc, les deux R de Zoro, donc qui fait que c'est hyper. Et à la phase tardive, un peu plus, donc la phase de chronicité, c'est un hyposignal. Là, c'est un peu, voilà, c'est pour sens, parce que c'est pas toujours évident de retenir, c'est pas toujours simple de retenir l'aspect avec les différents types de signal, mais de savoir que dès que c'est hyper en T1, donc on est en phase subaiguë, et quand c'est en hyposignal, en isosignal T1, pardon, on est en phase hyper aiguë. Donc là, c'est subaiguë tardive, donc l'hypersignal T1, l'hypersignal T2. Et à la phase de chronicité, on est en hyposignal sur toutes les séquences. Et sur la séquence des diffusions, donc on a une restriction. Donc c'est hypersignal diffusion qu'on voyait ici, sur la séquence des diffusions. On l'a quasiment sur toutes les phases, sauf la phase chronique. Donc il n'y a pas que l'AVC ischémique qui est en hypersignal diffusion, mais un hématome aussi peut être en hypersignal diffusion. Donc, il y a d'autres séquences aussi. Donc là, c'était les séquences morphologiques où on étudie justement ce profil de signal avec la séquence T1, la séquence T2. Mais nous avons des séquences aussi qui sont très sensibles justement à la présence d'une hémorragie et qui nous permet de les détecter. En fait, c'est les séquences d'inhomogénéité du champ magnétique, la séquence T2 étoile qu'on utilise couramment en IRM, et puis la séquence de susceptibilité magnétique, la séquence SUI, qui a des noms différents selon les constructeurs, qu'on utilise aussi couramment, mais selon certaines indications. La séquence T2 étoile, vous avez sûrement déjà eu à l'utiliser, parce qu'on l'utilise systématiquement, par exemple, pour les bilans d'AVC à la recherche de saignements intracrâniens, qu'ils soient récents ou anciens. Alors que la séquence de susceptibilité magnétique, c'est la séquence SUI, selon le constructeur, donc SUI pour Siemens ou Swan, par exemple, General Electric, ou SUI pour Philips, donc qui ont des noms différents. Ils exploitent en fait le phénomène de susceptibilité magnétique, qui est fondé sur une séquence en écho de gradient 3D avec un TE très élevé. Et ça nous permet justement d'avoir cette cartographie, ce masque de face, cette cartographie qu'on aura ici, qui nous permet en pratique clinique, de faire la différence entre tout ce qui est saignement et autres, donc calcification et autres, et aussi qui nous permet d'avoir justement un effet MIP et MINIP. Donc, je vais vous montrer sur la diapositive d'après. Donc, on a, grâce à cette séquence, ça c'est une séquence, donc on a cet effet MIP, on voit les artères, et on peut avoir justement cet effet MINIP avec les veines qu'on voit ici. Donc, c'est lié toujours au phénomène qu'on disait diamagnétique et paramagnétique. Donc ici, ça paraît blanc. Pourquoi? Parce qu'il y a des l'oxyhémoglobine. L'oxyhémoglobine qui est riche en oxygène et qui apparaît tout blanc sur la séquence de susceptibilité magnétique. Et justement, là, ça paraît noir parce que c'est la déoxyhémoglobine au niveau des veines. Déoxyhémoglobine, donc c'est du sang qui est pauvre en oxygène, qui va faire chuter le signal et justement qui va apparaître en hyposignal. Donc on a cet effet veineux qui est bien, qui nous permet justement de voir les différentes structures veineuses, de voir des anomalies veineuses de développement. Et là, on a un effet MIP qui nous permet de voir les artères. Et qu'est-ce qu'on recherche sur la séquence de susceptibilité magnétique? Donc, on recherche couramment, nous, à part des gros hématomes, il faut rechercher aussi des micro-saignements, les micro-saignements qu'on appelle
les microbleeds, qui sont de saignements qui sont de moins de 5 mm et qui génèrent justement cet effet en hyposignal T2 qu'on appelle le blooming effect, donc un fort hyposignal T2, voilà, qu'on voit ici. Ces chutes de signal, comme je disais, donc c'est lié à la présence du sang pauvre en oxygène avec ces électrons périphériques qui vont faire chuter le signal sur la séquence de susceptibilité magnétique. C'est ça qu'on appelle des microbleeds, c'est des micro-saignements qui font moins de 5 mm. Et ces micro-saignements, justement, on le retrouve essentiellement dans la microangiopathie hypertensive et dans la microangiopathie amyloïde, mais aussi dans d'autres étiologies qu'on aura le temps d'en discuter. Et ces microbleeds ont des valeurs pronostiques, c'est des risques d'AVC hémorragique chez des patients qui ont par exemple plusieurs microbleeds profonds, voilà, qui augmentent le risque d'AVC hémorragique, mais qui augmentent aussi les risques d'AVC ischémique chez des patients chez qui on a encore beaucoup de microbleeds. Donc, c'est-à-dire que ces microbleeds, il faut non seulement les identifier, en plus, il faut les quantifier parce que le risque s'accroît avec le nombre qui augmente sur les microbleeds, sur les microsaignements. Donc, qu'est-ce qu'on recherche d'autre sur la séquence de susceptibilité magnétique? On recherche ce qu'on appelle la sidérose corticale superficielle. La sidérose, en fait, c'est quoi? En fait, c'est des dépôts d'hémosidérine au niveau des sillons corticaux qui sont liés, voilà, à des séquelles de saignement. Saignement, ça peut être une hémorragie sous-arachnoïdienne, ça peut être une hémorragie, un hématome intraparenchymenteux ou autre, vont justement laisser des dépôts d'hémosidérine dans cette phase de chronicité qui se rend visible sur la séquence de susceptibilité magnétique. C'est une séquence qui est très sensible à la variation justement donc à la présence de fer, donc une séquence qui est très très sensible et qui provoque cet artefact de susceptibilité magnétique, donc la chute de signal liée à ces électrons en périphérie que nous on utilise en pratique courante. Donc on voit ici ces dépôts noirs qu'on voit là tout autour des sillons corticaux, tout ce qu'on voit ici, voilà, c'est de la sidérose corticale. Ça traduit justement de l'hémosidérine au niveau du cortex, donc qui témoigne d'un saignement, d'un patient qui a eu un saignement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une séquence où on recherche essentiellement ce qui est, vous avez compris, ce qui apparaît en hyposignal, mais tout ce qui apparaît en hyposignal sur cette séquence, ce n'est pas forcément des microbleeds et ce ne sera pas forcément de la sidérose corticale. Donc, il faut avoir ça en tête pour justement ne pas tomber dans certains pièges, notamment les calcifications. Les calcifications, les dépôts calciques apparaissent aussi en hyposignal sur la séquence de susceptibilité magnétique. Donc, certaines localisations physiologiques déjà nous évitent de tomber dans certains pièges, comme les calcifications des neurones gris centraux, les calcifications de la glande pinéale et les calcifications des plexus choroïdes. Et puis, quand on a la possibilité, donc quand on a les scanners avec l'IRM, donc l'aspect hyper dense au scan, justement comme là, par exemple, on a des aspects qui sont hyper denses, on voit que c'est des calcifications, bien que ce soit en hyposignal sur la séquence en écho de gradient, on ne tombe pas dans les pièges. Et puis, autre chose, les cartographies de phase, selon le constructeur, vous verrez que l'interprétation sera différente selon le constructeur, vous permettra justement de ne pas tomber dans le piège entre les calcifications et les microsaignements. Autre chose, la présence de gaz en fait, dans les vaisseaux peut apparaître aussi en hyposignal sur la séquence de susceptibilité magnétique. Donc, de l'air dans les vaisseaux apparaît en hyposignal et ça ne veut pas forcément dire que c'est un saignement. Donc, ça peut être d'origine artérielle ou veineuse. La principale cause, c'est souvent iatrogène, mais il peut y avoir aussi d'autres mécanismes, donc traumatiques, chirurgicales, ou autres, mise en place ou retrait de voie d'abord et tout ça, qui peut faire qu'on peut avoir de l'air qui passe, voilà, dans les vaisseaux. Pour scanner, c'est assez simple, donc on voit ces images hypodenses qu'on voit là, donc au niveau des vaisseaux, on sait les reconnaître, et du coup, ils apparaissent en hyposignal sous la séquence de susceptibilité magnétique. Donc ça fait partie des pièges. Et justement, cette présence d'air va provoquer une diminution de la perfusion cérébrale avec un risque d'ischémie en aval. Donc là, par exemple, c'est un patient qui avait une embolie gazeuse
avec de multiples lésions ischémiques qu'on voit ici en hypersignal diffusion. Donc, tout ce qui est en hyposignal sur la séquence de susceptibilité magnétique, ce n'est pas du saignement. C'est vraiment quelque chose qu'il faudra vraiment retenir. Donc, l'embolie gazeuse n'est pas à confondre avec la pneumoncéphalie. La pneumoncéphalie, c'est de l'air en dehors du vaisseau. Et la cause principale de la pneumoncéphalie, surtout, c'est une cause traumatique, mais il peut avoir d'autres causes. Donc là, par exemple, c'est de l'air. Voilà, on a de l'air en dehors du vaisseau, c'est la pneumoncéphalie, avec la cause principale, une origine traumatique. Ce qui peut apparaître aussi en hyposignal sur la séquence de susceptibilité magnétique, c'est le thrombus. Donc, on sait que le thrombus, il est riche. Hein, ça dépend, pas tout le thrombus, après, il peut être d'origine atéromateuse. Mais un thrombus qui est riche en globules rouges, donc il va se comporter sur la séquence de susceptibilité magnétique exactement comme un hématome qui est en train de se dégrader. Donc, il sera riche en globules rouges, il va commencer à se dégrader, et comme il va commencer à se dégrader, donc, il sera pauvre en oxygène, l'hémoglobine a beaucoup d'électrons périphériques, déoxyhémoglobine, méthémoglobine, qui va provoquer une chute de signal sur la séquence de susceptibilité magnétique qu'on voit ici. Là, c'est un thrombus au niveau de l'artère sylvienne. On voit ici sur la séquence TOF que notre artère sylvienne est bouchée. Et là, c'est encore un thrombus distal au niveau de la sylvienne. Donc, on voit bien qu'il est en hyposignal. C'est des thrombus qui sont riches en globules rouges. Ils apparaîtront aussi en hyposignal sur la séquence de susceptibilité magnétique. Donc là, c'était les différents aspects de comment peut apparaître le sang en IRM. Donc on avait la séquence T1, la séquence T2 avec les différentes évolutions par rapport à la dégradation de l'hémoglobine. Les séquences de susceptibilité magnétique nous permettent de rechercher le saignement, qu'il soit ancien ou récent. Et en scanner aussi, donc, on a aussi l'évolution, vous verrez, hein, de la densité qui va évoluer pratiquement suivant le même principe. Donc, pour le scanner, ce sera aussi l'hydratation du caillot, la dégradation de l'hémoglobine, les protéines du sang, et la séparation du sérum et du culot globulaire. Ça, c'est très important. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand nous avons un hématome, au tout début, quand on a un saignement crânien, que ce soit une hémorragie sous-arachnoïdienne ou autre, au tout début, on a le sang total. C'est que entre 6 et 9 heures, dans la partie de H6 et H9, on aura une séparation entre le culot globulaire et le sérum. Le sérum va diffuser et ce qui va rester sera le culot globulaire. Or, c'est ça qui va faire varier justement la densité de notre hématome. C'est pourquoi dans les phases précoces, quand on fait un scanner pour un patient qui a saigné à H0, le scanner peut être normal. Pourquoi? Parce que le sang, il apparaît isodense, donc le sang total, il apparaît donc avec une densité entre 50 et 60. C'est quasiment la densité, vous voyez, de la substance grise. Hein. Donc, et du coup, on ne le voit pas à la première heure. Donc, il faut attendre entre H0, donc ici à H6, H9, où on a notre séparation du sérum et du culot. Le sérum va diffuser et le culot qui va rester avec une densité optimale qui va tourner autour de 80 et 90. Donc, c'est pourquoi dans certaines indications, on réalise des scanners H6, par exemple, des patients qui sont sous traitement anticoagulant, qui chutent, personnes âgées, parfois H0. On ne se précipite pas, surtout si son état neurologique est assez stable, on ne se précipite pas à lui faire un scanner. C'est justement pour sensibiliser la détection. Et au fur et à mesure que les jours avancent, donc il y a la dégradation, donc la lyse globulaire qui va commencer à se produire. Donc la densité va commencer progressivement à baisser jusqu'à atteindre 20 UH, donc la densité quasiment de l'eau autour d'un mois. Et comment ça se manifeste en imagerie? Donc, à partir de H0, donc je vous ai dit, c'était isodense dans les premières minutes, justement, parce qu'on n'a pas encore cette séparation entre le culot globulaire donc, et le sérum. Donc, le sérum n'a pas encore diffusé. Donc, on a une densité qui se rapproche de la substance grise, donc qui peut paraître isodense. Et à partir de H6 et H9, on a une densité maximale, donc entre 80 et 90. Comment ça se manifeste? Ça se manifeste comme ça, en fait. C'est une lésion, c'est un hématome qui est hyper dense. Donc, voilà, avec la densité maximale entre 80 et 90. Hein, on voit même l'hémorragie intraventriculaire. Pareil, là, on voit notre gros hématome
voilà, intraparenchymenteux avec cet effet de masse, une hémorragie voilà, sous-arachnoïdienne à côté et cette inondation ventriculaire. Là, qu'on cherche toujours au niveau voilà, de cornes occipitales, hémorragie des faibles abondances avec le petit niveau. Donc, au fur et à mesure que le temps avance, on aura dégradation, résorption progressive donc, de la lyse euh, de l'hémoglobine c'est fait toujours, donc ça sera de la périphérie vers le centre, c'est toujours une lyse progressive hein, du caillot. Voilà, les lyses du caillot c'est fait toujours de façon progressive de la périphérie vers le centre. Et cette lyse progressive va faire que la densité au scanner aussi va évoluer de façon centripète. Donc, au début, on aura une baisse de la densité en périphérie, avec une densité qui est conservée, l'hyperdensité qui est conservée vers le centre, parce que la lisse s'est fait toujours de la périphérie vers le centre. Et dans la phase justement subaiguë, donc quand on commence à atteindre la phase subaiguë, donc quand on injecte un hématome, on a cette prise de contraste périphérique liée justement à la rupture de barrière. Donc, une prise de contraste périphérique comme ça pour un hématome ne veut pas forcément dire que c'est un hématome qui est d'origine tumorale. Les hématomes, dans leur phase subaiguë, ils sériosent. Ils ont une prise de contraste en cocarde. Donc voilà, donc au-delà de 10 jours, la résorption centripète, donc elle continue toujours. Donc isodense jusqu'à 3 semaines et puis hypodense au-delà de 4 semaines. Voilà, donc on a notre hématome qui est justement hyper aigu avec une densité maximale entre 80 et 90. Au fur et à mesure que les hématomes évoluent, on a justement cette lisse du caillot qui va se faire de la périphérie vers le centre. Donc on aura une baisse de la densité en périphérie avec une hyperdensité conservée au centre. Et puis justement dans la phase euh, subaiguë, on a cette prise de contraste en cocarde. Prise de contraste en cocarde ne veut pas dire que c'est forcément d'origine tumorale. Voilà, pareil, on a deux petits hématomes. Hein, donc, on a un qui a complètement disparu dans sa phase chronique, qui devient hypodense, et l'autre qu'on ne retrouve quasiment plus. Voilà, cette dégradation qui fait que dans la phase hyper aiguë, on a de l'oxyhémoglobine, et puis au fur et à mesure, on a l'œdème qui apparaît et la lyse qui sera progressive jusqu'à la phase séquelaire. Donc, une prise de contraste en cocarde, je disais tout à l'heure, ne veut pas dire voilà, que c'est forcément une lésion tumorale. Mais après, il faut savoir qu'il n'y a pas que les métastases, les hématomes qui présentent justement des prises de contraste annulaires. Hein. Donc, je vous ai mis cette diapo en fait, récapitulative, hein, le Magic Doctor, pour tout ce qui est prise de contraste en cocarde, allant de métastases jusqu'à la radionécrose, et voilà, avec des sémiologies bien sûr différentes. Donc, quand on a répondu à la question, donc on connaît le signal, on connaît la densité que se présente, à quoi ressemble une hémorragie. Maintenant, la question qu'on pose après, est-ce qu'elle est spontanée ou elle est traumatique? Donc là, il y a le contexte clinique. Donc, et savoir aussi que les hémorragies spontanées sont rares, hein, très rares, en dehors des hématomes sous-duraux du sujet âgé. C'est pourquoi il faut préférer le terme d'hémorragie non traumatique que l'hémorragie spontanée. Après, il faut déterminer le compartiment. Les compartiments atteints, donc une hémorragie peut être intraparenchymenteuse, intracérébrale, elle peut être sous-arachnoïdien, dans des espaces sous-arachnoïdiens. Ça peut être une hémorragie intraventriculaire ou ça peut être un hématome sous-dural. Donc, c'est les différents compartiments qui peuvent être atteints avec des pronostics qui sont vraiment différents. Donc, l'hémorragie intraparenchymenteuse, donc il a une incidence d'environ 15 pour 100 000 habitants et il représente un peu plus de 10% de l'ensemble des AVC. L'HTA, les troubles de la coagulation, sont les facteurs étiologiques ou favorisants qui sont donc, favorisants classiques qui accentuent le risque. Les étiologies des hémorragies intraparenchymenteuses, vous voyez, c'est variable, hein, donc partant de l'HTA jusqu'aux autres causes beaucoup plus rares, en sachant, comme on avait vu sur la première diapositive, que cela va beaucoup dépendre aussi de l'âge du patient. On ne recherchera pas la même chose, contexte clinique, on ne recherchera pas la même chose. Donc, que ce soit un sujet jeune, on recherchera les malformations en première intention, ou un sujet âgé, on va rechercher de l'HTA ou de l'angiopathie amyloïde. Donc, ce ne sera pas les mêmes étiologies. Les hématomes primaires, donc c'est les hématomes soit liés à les hématomes liés à de la microangiopathie, essentiellement
hypertensive et l'angiopathie amyloïde représentent 80 à 85% des hématomes intraparenchymateux. Donc, la majorité des hématomes intraparenchymateux, ça reste quand même ces étiologies-là. Et puis, les hématomes secondaires, donc le reste, représentent à peu près 15% des étiologies. Et ça encore, ça dépend de quelle la catégorie d'âge atteint, où ça peut forcément s'inverser, hein. Donc, la conduite à tenir pour un patient qui a plus de 45 ans, qui est hypertendu, connu, non équilibré et qui a un hématome profond, normalement, on a un bilan limité. Donc, on fait son scanner, on fait son IRM, on injecte, on voit que voilà, c'est bon, on s'arrête là. Mais les patients qui ont moins de 45 ans, qui n'est pas connu hypertendu, qui a un hématome lobaire, donc là, la prise en charge, elle est beaucoup plus, disons, invasive parce qu'on va beaucoup insister à la recherche des malformations vasculaires, des anévrismes. Donc, on ira jusqu'à l'artériographie et quand l'artériographie est normale, on peut jusqu'à aller répéter encore des artériaux vraiment à la recherche de la malformation vasculaire. Donc, c'est vraiment pas la même conduite à tenir. Et les critères de gravité hein, vont beaucoup dépendre donc, de délai de prise en charge. Un patient qui est pris en charge assez rapidement, donc n'a pas le même pronostic que celui qui est pris en charge tardivement. On a les scores cliniques, les critères biologiques, le terrain, tout ça va favoriser le pronostic du patient. Et autre chose qui va favoriser le pronostic, ce sera le volume, donc les critères pour nous en imagerie, hein, ce sera le volume de l'hématome, la localisation, l'hématome qui est infratentoriel et sustentoriel, pas le même pronostic, la présence d'une hémorragie intraventriculaire ou pas, la densité de notre hématome et la morphologie de l'hématome, ce sera donc pas pareil. Il y a des scores qui évaluent justement les pronostics à risque de mortalité, hein. L'un des scores connus, c'est le score d'Anfield, hein, où selon la localisation et le volume de notre hématome et l'âge du patient, donc il vous prédit un risque de mortalité à 97%. Donc on voit un patient qui est âgé avec une hémorragie intraventriculaire, présence d'un hématome infratentoriel avec un volume de plus de 30 millilitres, il a vraiment ce risque de mortalité à 30 jours qui est élevé, donc à près de 97%. Donc, la méthode pour calculer en pratique clinique, c'est assez simple, hein. On utilise souvent la méthode ABC, donc ABC sur 2. Donc, on prend voilà, les 3 diamètres, on multiplie les 3 et on multiplie par 0,52, on a notre volume. Ça, c'est assez simple en pratique. Et puis, d'autres critères qu'on va rechercher pour prédire justement les risques d'aggravation de notre hématome, hein, les risques de croissance, ce sera l'irrégularité. Donc, un hématome qui est très irrégulier a des risques de ressaigner. Un hématome qui est hétérogène risque de saigner aussi, donc c'est le score de Barras. Et puis, les aspects et l'aspect sur l'angioscanner. Donc, en pratique, ça donne quoi? Ça donne ça. En fait, un hématome qui est très hétérogène, avec des contours très irréguliers, donc à un risque de ressaignement. Donc les hématomes très irréguliers, il faut le préciser dans notre compte rendu. Donc on a un hématome intraparenchymateux d'aspect tel, tel, tel. Les blind signs, donc les hématomes qui ont des densités différentes, hein, donc il dit que le saignement, c'est des saignements différents. Donc on voit ici, là, c'est très hyperdense et là, c'est discrètement hyperdense. C'est aussi un risque de ressaignement. Donc, la présence du signe du tourbillon, donc une plage isodense ou hypodense dans une région hyperdense sur 2 coupes contiguës, c'est aussi un risque de croissance de notre hématome. Donc, on voit ici cette hypodensité-là, risque de croissance aussi. Le signe du trou noir, donc quand on a cette zone très hypodense au sein de notre hématome, c'est aussi un risque, on cherche donc un risque de croissance de notre hématome. Et puis, il y a des aspects assez particuliers, hein. Quand vous avez un patient qui a des hématomes comme ça, avec plusieurs niveaux au sein de l'hématome, hein, donc il faut suspecter des hématomes chez des patients avec une prise des traitements anticoagulants. À l'angioscan, quand on injecte, la présence de spot sign, donc justement des prises de contraste comme ça, d'extraction au sein, d'hyperdensité punctifère au sein de notre hématome, c'est un risque de saignement. Donc, comme chez ce patient, par exemple, qui avait cet hématome avec spot sign, 2 heures après, donc on voit l'aggravation de notre hématome. Donc, la présence de spot sign, c'est un risque d'aggravation. Quand vous injectez, vous faites un angioscan, vous avez des spot sign, il faut
toujours préciser que c'est un patient qui a un risque d'aggravation. Donc, vous voyez que les étiologies sont multiples. Ce soir, on ne pourra pas voilà, faire toutes les étiologies. Donc, on pourra avoir, c'est de voir déjà les micro-angiopathies, hein, et puis le reste, ça sera pour la prochaine fois. Donc, les étiologies sont multiples, hein, mais quand on sait bien s'orienter par rapport à la fréquence et par rapport à la clinique du patient, on arrive quand même à s'orienter. Mais ce qu'il faut aussi connaître, il faut faire très attention donc, aux phénomènes qui sont liés aux AVC ischémiques, hein. Donc, il y a les AVC ischémiques aussi peuvent être pourvoyeurs d'hémorragie intracrânienne. Donc, l'un des plus connus, c'est la transformation hémorragique. On connaît tous, patient avec une ischémie qui a une transformation hémorragique. Voilà, ça c'est un hématome. Il y a la classification justement des cases qui va classer le pronostic, hein, des patients selon les types de transformation hémorragique, qui passe au HI1 où on a des petites pétéchies hémorragiques, au HI2 avec des pétéchies qui sont confluentes, ou le PH1 donc qui fait donc un hématome, une transformation hémorragique, mais de moins de 30% en volume de notre hématome et sans effet de masse significatif. Et puis le pH2 qui est le plus grave, c'est une transformation hémorragique de plus de 30% de notre ischémie, hein, de notre ischémie, avec un effet de masse, comme on peut le voir ici. Autre phénomène lié aux AVC ischémiques, on a ce qu'on appelle le phénomène, on a ce qu'on appelle le fogging effect. En fait, le fogging effect, c'est quoi? En fait, c'est entre la première et la troisième semaine. Chez certains patients, on a vu, hein, certains patients, on a remarqué, on a une invasion macrophagique avec une prolifération capillaire et on a l'impression, là par exemple, on a une ischémie bien systématisée, territoire sylvien, hypodense, tout le monde est d'accord, c'est un AVC, l'hyperdensité spontanée au niveau de l'artère, on se dit on a le thrombus, et puis quelques jours après, quand on regarde le scanner, on trouve que le scanner il est normal. Qu'est-ce qui se passe? Le scanner est normal. Et puis après, on passe à une hémorragie après. Donc, on passe à une phase hypodense, une phase plus ou moins normale. Et puis de l'autre côté, on voit un patient qui saigne. Donc, c'est ce qu'on appelle le fogging effect. C'est lié justement à cette invasion, invasion macrophagique qui donne cet aspect un peu de normalisation. Donc, c'est des trucs qu'il faut connaître, surtout quand on passe de ça à ça et qu'on n'avait pas vu ce scanner de départ, ça peut être vraiment trompeur. On peut être perdu. Donc, c'est des trucs qu'il faut vraiment connaître. Et puis, le dernier connaître, c'est la nécrose corticale laminaire, hein, donc, qu'on voit qui peut être trompeur, justement, donner ces aspects d'hyperdensité spontanée, hein, c'est pas de l'hémorragie, hein, en fait, hein, c'est lié vraiment à des, justement, à des dépôts lipidiques, hein, qu'on voit ici. Pas des remaniements hémorragiques, mais c'est plutôt lié à des présences de macrophages qui sont riches en lipides. Donc, comment on s'en sort sur la microangiopathie, hein, que ce soit hypertensive ou l'angiopathie amyloïde, hein, les deux, c'est de la microangiopathie. C'est des microangiopathies qui sont voilà, qui sont très, très, très fréquentes, surtout dans nos milieux. On sait qu'il y a beaucoup d'HTA quand même. Donc, c'est lié à une atteinte microvasculaire liée à un épaississement de la membrane basale, hein, par de la substance hyaline, donc de l'athérosclérose, qui va être responsable d'une nécrose fibrinoïde avec justement cette perte de l'architecture de la paroi artérielle qui va entraîner une diminution du débit sanguin cérébral liée à la perte de l'autorégulation du débit sanguin des petits vaisseaux. Donc, on aura une hypoperfusion cérébrale chronique, alors que dans la microangiopathie amyloïde, là où c'était de l'athérosclérose d'un côté, de l'autre côté, ça sera justement cette atteinte microvasculaire liée au dépôt de peptides A-bêta-amyloïdes, en fait, au niveau de la paroi des vaisseaux, qui va entraîner lui aussi une nécrose fibrinoïde. Donc, dans la microangiopathie hypertensive, en fait, justement, le fait que la paroi sera fragilisée, hein, donc la fragilité vasculaire donc liée, non, la fragilité vasculaire liée à ces dépôts donc, qui détruit justement l'architecture de la paroi, va aboutir à ce qu'on appelle aux anévrismes de Charcot-Bouchard. Les anévrismes de Charcot-Bouchard, en fait, c'est des anévrismes qui vont se former vraiment en distalité au niveau des artérioles. Et c'est ceux-là, quand ils saignent, ils sont responsables d'hématomes profonds et des microblides. Les microblides, souvenez-vous, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était des microsaignements qui apparaissent en hyposignal sous la séquence de susceptibilité magnétique. Donc, c'est lié justement à ces microanévrismes. Donc, on a un hématome
profonds qu'on voit là, on a des microbleeds qu'on voit ici. C'est responsable d'hématomes profonds et des microbleeds. À part ça, dans la microangiopathie hypertensive, donc là, on a un hématome profond avec inondation ventriculaire chez un patient qui est hypertendu, non traité. Il faut savoir que c'est la particularité justement de ces micros, donc de ces anévrismes de Charcot-Bouchard, c'est que dans les cas des hypertensions chroniques. C'est des hypertensions qui sont mal contrôlées, donc chroniques mal contrôlées. C'est l'un des critères, en fait. Les patients qui sont bien contrôlés ont rarement des anévrismes de Charcot-Bouchard. C'est surtout des patients qui sont chroniques mal contrôlés. Donc, autre signe justement qu'on a dans la microangiopathie hypertensive, hein, donc on a la leucoaréose, hein, que vous connaissez tous, avec la classification pour l'IRM de Fazekas. Hein. Au scanner, c'est plutôt des hypodensités périventriculaires. Donc la leucoaréose, c'est des hypersignaux de la substance blanche qu'on voit ici, hein, qui sont parallèles au ventricule. Hein. On dit parallèle parce que pour les différencier des maladies inflammatoires. Donc, ils épargnent le corps calleux, pas d'atteinte des fibres en U. Les fibres en U, c'est justement au niveau de la substance blanche profonde, c'est liseré en hyposignal qu'on aura entre notre cortex et l'hypersignal. Quand c'est liseré et préservé en hyposignal, on dit que c'est une atteinte sous-corticale. Donc, les fibres en U sont épargnées. Et dans les atteintes inflammatoires, on a la perte de ces liserés en hyposignal avec un hypersignal qui vient au contact du cortex, qu'on appelle une atteinte juxtacorticale, donc c'est par atteinte des fibres en U. Et puis on a des hypersignaux aussi au niveau de la protubérance, ce sera des hypersignaux qui sont centroprotubérantiels. Donc, autre signe dans notre microangiopathie hypertensive, à part la leucoariose ou la leucopathie vasculaire, on a les infarctus, donc les AVC lacunaires, qu'on différencie justement, qu'on voit ici, hein, des AVC lacunaires, signal, qu'on différencie avec la dilatation des espaces de Virchow-Robin par la présence de gliose périphérique. On a toujours ces liserés en hypersignal périphérique sur la séquence flair quand il s'agit d'un infarctus lacunaire et qu'on n'a pas quand il s'agit des dilatations des espaces de Virchow-Robin. Donc, en résumé, on a ça. Donc, ça, c'est une microangiopathie hypertensive. Un patient qui a des microsaignements qui ont une localisation profonde, hein, des microsaignements qui atteignent les noyaux gris, ça peut être profond ou profond et périphérique. On a justement cette leucopathie vasculaire qui sera classée selon la classification de Fazekas. On a les lacunes, hein, qu'on voit ici. Donc, tout ça sont des signes de microangiopathie. Donc, un patient qui a au moins 50 ans, qui a une hypertension chronique connue, avec atteinte d'autres organes cibles, absence de cause récurrente, et les stigmates de microangiopathie. Voilà, on ne va pas s'acharner, on fait le premier bilan parce qu'on a découvert notre hématome, on a peut-être injecté parce qu'on veut se rassurer, parce que les protocoles, en plus, dépendent d'un centre à un autre et d'un pays à un autre. Donc, du coup, dès qu'on a fait tout ce premier bilan, on s'arrête là, pas d'acharnement. Ce ne sera pas pareil que si c'était un sujet de 25 ans, par exemple. Et la microangiopathie amyloïde, hein, aujourd'hui, on va terminer par là. Donc, la microangiopathie amyloïde, quand on disait dépôt de substances A-bêta-amyloïdes sur la paroi des vaisseaux, là, il sera responsable de plusieurs sites. Hein. Donc, il y a eu un cours qu'on avait fait il y a quelques mois, donc, sur lundi parlant radiologie sur les angiopathies amyloïdes. Donc, on aura plusieurs signes, les hématomes lobaires, les microhémorragies corticales, donc les microbleeds, les modifications de la substance blanche, donc les leucopathies vasculaires aussi, comme dans la microangiopathie hypertensive. La différence avec les microbleeds, c'est qu'ici, ils seront exclusivement périphériques, donc pas d'atteinte des noyaux gris centraux. Dans la microangiopathie amyloïde, c'est exclusivement périphérique. On a des hémorragies sous-arachnoïdiennes, surtout de la convexité. On a des dépôts, justement les hémosidéroses des leptoméninges, comme on avait vu au tout début, des lésions ischémiques qui seront périphériques, hein, les ischémies surtout lacunaires périphériques, alors que dans la microangiopathie hypertensive, c'était plutôt profond, hein, quand on a une microangiopathie hypertensive. On peut avoir de l'atrophie qui s'associe et la dilatation des espaces de Virchow-Robin qui seront périphériques. Donc, on voit les différents signes, on voit que l'hématome lobaire, justement, avec suffusion hémorragique au niveau des ventricules. Là, on a des micro-saignements, des microbleeds, qu'on voit là, périphériques, pas des microbleeds profonds. On a de la sidérose corticale,
superficielle de la leucopathie. Voilà. Ça, c'est des signes d'angiopathie amyloïde. Voilà, on a encore notre sidérose corticale superficielle. On voit un hyposignal sur les sillons corticaux. On voit ici. On a des stigmates, des saignements d'un hématome lobaire ancien. On voit ici. Donc, les différents signes qu'on peut avoir justement d'hémorragie dans la microangiopathie. Donc, l'hématome qui est lobaire, qui s'oppose à la microangiopathie hypertensive, on aura un hématome qui est profond. Là, c'est un hématome qui sera lobaire. Donc, les microsaignements, ils seront périphériques de la microangiopathie amyloïde, plutôt profonds et périphériques de la microangiopathie hypertensive. On aura la dilatation des espaces de Virchow-Robin qui seront périphériques et profonds de la microangiopathie hypertensive. Et les microsaignements, voilà, qu'on voit là, les dépôts hémocidéraux et l'hémorragie sous-arachnoïdienne qu'on retrouve de notre microangiopathie amyloïde. Donc, ce qui définissent, nous, les critères pour la microangiopathie amyloïde, hein, c'est les critères de Boston. Les critères de Boston qui vont essayer de voilà, nous orienter pour un diagnostic probable ou possible, selon les données cliniques et les données d'IRM, avec un diagnostic de certitude exclusivement à l'anapathe. Hein. Donc, le diagnostic certain d'angiopathie amyloïde, c'est à l'anapathe. Donc, les critères de Boston, ou quand on a des hémorragies qui sont multiples, voilà, on oriente donc, avec tous les critères qu'on a définis précédemment, donc l'hématome lobaire, les microsaignements, les sidéroses corticales, l'HSA, quand c'est multiple, au moins 2, on est en fait une angiopathie qui est probable. Et quand c'est une hémorragie unique, donc voilà, juste un hématome lobaire ou n'importe quel saignement qui répond aux critères, mais unique, en ce moment, on va rechercher les autres signes associés. Donc, les lésions de la substance blanche, les dilatations des espaces de Virchow-Robin, qui seront des signes associés qui pourront voilà, nous orienter vers une atteinte probable. Et l'atteinte sera possible quand on aura justement cet hématome unique. Hein. Voilà, donc sans autre anomalie décelée, donc ce sera cause possible, ou si on a juste des lésions de la substance blanche qui orientent, donc qui font partie de la sémiologie de l'angiopathie amyloïde, sans autre anomalie décelée, donc ce sera possible. Donc, en sachant que aussi des certitudes restent pour l'anapathe. Voilà, donc, les hématomes lobaires, en fait, il n'y a pas que l'angiopathie amyloïde. Hein, donc, il faut savoir qu'il y a aussi d'autres causes hein, qui peuvent être responsables des hématomes lobaires. Bien que l'angiopathie amyloïde, justement selon l'âge, les patients âgés, ça reste la première cause d'hématome lobaire. Mais les malformations vasculaires peuvent être à l'origine des hématomes lobaires. Les thrombophlébite cérébrales, les lésions hypervasculaires, les troubles de la coagulation peuvent être aussi voilà, des pourvoyeurs d'hématomes lobaires. Et la sidérose corticale, hein, donc superficielle, n'est pas l'apanage de l'angiopathie, uniquement de l'angiopathie amyloïde. On a d'autres étiologies qui peuvent être responsables de sidérose, donc des dépôts justement d'hémosidérine au niveau du cortex qu'on voit sur la séquence de susceptibilité magnétique. Après, donc chez les sujets jeunes, comme je disais, on ne recherche pas hein, voilà, la même chose. Hein, quand on a un hématome lobaire du sujet jeune avec une absence d'HTA, donc, il faut vraiment rechercher la cause macrovasculaire, donc les malformations artério-veineuses, donc avec les fistules artério-veineuses, les anévrismes et les autres malformations. Il faut vraiment rechercher chez les sujets jeunes. Voilà, donc je pense que j'ai dépassé le temps. On va s'arrêter là, hein, docteur Tello, c'est ça pour aujourd'hui. Et puis on reprendra la prochaine fois pour les malformations, c'est ça? Mhm. Beaucoup, docteur Edingo, je pense que oui. On a dépassé le temps prévu, mais ça va, on est encore. On va essayer de récupérer peut-être lors des prochaines présentations. Aujourd'hui, donc, vous vous arrêtez là pour la première partie. On reviendra lors de la seconde partie pour aborder le reste. Pour gagner le temps, on va s'abstenir du résumé. Je pense qu'on fera ça lors de l'introduction de la deuxième partie. On va directement donner la parole au docteur Ngamasata comme panéliste. Lui aussi, il va donner sa présentation, surtout
son expérience personnelle en tant que neurochirurgien. Docteur Ngamasata, vous m'entendez? Docteur Ngamasata? Oui, 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 je suis là. Je vais juste D'accord, devoir docteur partager Ngamasata. Ah ouais, c'est vraiment pas une présentation, c'est juste un petit commentaire avec. euh, Après, c'est difficile de parler avec des éminents. Non? Docteur Edingo. Est-ce qu'on peut me passer la main, s'il vous plaît? J'ai Oui, tout ça un petit vous peu et avez la quelques parole, docteur indications Ngamasata. Vous avez la chirurgicales. parole, vous pouvez y Je ne sais aller. pas si le IT peut juste m'aider à partager mon écran, si possible. Pour ce matin, est-ce que le... Voilà, voilà. Mais jusque-là, on n'a pas encore le... Ok, vous pouvez, docteur, Le partager manager? maintenant. Vous pouvez maintenant lancer, oui. C'est libre. D'accord. C'est libre. D'accord. Alors, je disais, c'est difficile de parler avec, après docteur Edingo. Moi, j'avais reçu quand même un partage, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Jusque-là, le docteur Eding, le docteur Ngamasata marche. n'a toujours pas l'écran, oui. Je ne sais pas s'il y a un souci, mais Vous avez tenté de partager, tout à docteur l'heure, je l'ai Ngamasata? essayé, c'est pas. Je le refais encore. D'accord, allez-y encore, tentez, s'il vous plaît. Gilet rose. Chez moi, c'est bon? Ça vient? Ben, jusque-là, on ne voit rien. L'IT peut nous aider, s'il vous plaît? Ok, je crois que ça vient maintenant. On l'attend. Ça court de charger, je le vois. Vous avez commencé, on voit ça. Là, ça doit apparaître. Oh là! On dirait que vous avez Ouais, des petits soucis avec la connexion là. Je ne sais pas si vous avez d'autres applications. Vous pouvez les switch off un tout petit peu. Vous pouvez juste les fermer et puis réessayer. Ça arrive, mais Ferme. ça. Ok, je ferme quoi, la présentation? Non, non, non. Laissez juste la présentation. Vous pouvez fermer d'autres applications sur l'ordinateur. Laissez seulement les Zoom et puis PowerPoint. D'accord. Juste pas que je ferme. Tout à l'heure, on avait essayé, c'était bien passé. mais oui, au début, quand vous aviez essayé, ça avait très bien marché. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Bon. On ferme tout. Hop, hop, hop. Ouais. Là, c'est bon? Ça vient? OK, on vous envoie, on vous voit déjà. Donc, voilà. Très bien. Donc, je ne sais pas si vous pouvez mettre ça en diaporama maintenant pour que ça soit plus. Je l'ai mis en apparemment sur Zoom. Ben, moi, je ne le vois pas apparemment ici chez moi, mais. Bon, vous pouvez continuer si ça ne vous dérange pas.
Sinon, vous aurez pu cliquer sur le petit verre là que je vois. Vous voyez comment une icône en verre là. C'est en forme d'un verre de flûte, verre de champagne. Si vous cliquez dessus, ça va mettre en diaporama. Ouais. Partagez votre. Mais pourquoi moi je ne le vois pas chez moi? Icône vert en flûte. Ouais, en forme d'un verre d'eau là, le verre de champagne. Donc ça doit être en bas à votre droite là. En bas à droite. Et même moi sur le Zoom, je ne vois pas. Hein, je ne vois pas mon écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, nous Oui, on vous nous, voit on voit, déjà. oui. Ouais. Ouais, je vois l'écran, oui. Les hémorragies intercrâniennes, je Quand crois, ouais, c'est ça. je passe, vous voyez? Voilà, vous avez changé de page numéro D, oui, vous êtes visible. Bon, je pense que moi je ne vois pas. Je pense que je peux aller comme ça. Très Donc je bien. disais, c'est très difficile de parler après Docteur Edingo, mais on va essayer quand même de placer un mot pendant 5 minutes. C'est un sujet très intéressant et évidemment, comme notre présentateur l'a dit, c'est un vrai problème de santé publique. On s'était échangé hier avec Dr Edingo. J'ai vu qu'il avait plus parlé des hématomes, des hémorragies intracrâniennes spontanées. Mais effectivement, ce n'était pas le sujet de parler des traumatiques. Mais moi, j'ai abordé un peu les traumatiques. Parce que dans notre milieu au Congo, on en voit beaucoup. Et il y a ce que moi j'appelle des morts évitables. Des gens qui meurent de ces hématomes, de ces hémorragies intracrâniennes post-traumatiques alors qu'ils ne devraient pas mourir dans le temps normal. Donc là, j'aimerais juste faire un petit rappel par rapport à la configuration de cette boîte crânienne qui est composée de l'extérieur en dedans, évidemment, de la peau, de la galéa, du crâne et de la dure-mère, ainsi que du parenchyme, tout en passant évidemment par l'arachnoïde, la pimère et tout le reste. Donc, de l'extérieur en dedans, effectivement, on peut avoir des hématomes extraduraux, on peut avoir des hématomes sous-duraux qui sont en deçà de l'espace effectivement sous-dural. Et on a des hémorragies sous-arachnoïdiennes, effectivement, comme vous le voyez là. Et ensuite, on a des hémorragies intracérébrales avec ou sans inondation ventriculaire. Donc, effectivement, les bilans étiologiques est très important à le connaître par rapport à l'anamnèse, tout le bilan biologique. Mais l'imagerie est très, très importante pour pouvoir détecter cela une fois que la clinique est en faveur. Et là, nous montrons juste la place de l'imagerie qui est très importante. Sans imagerie, on ne peut pas savoir de quoi il s'agit. On ne sait pas effectivement soigner notre patient. Donc là, on a un patient qui avait chuté, une dame de 67 ans qui avait chuté effectivement des escaliers. Elle est sans antécédent. À l'arrivée, elle avait un Glasgow à 15 et puis subitement, elle s'est dégradée avec un Glasgow à 9. Une imagerie réalisée avait montré cet hématome extradural pariétal droite avec une contusion temporale gauche. Une chirurgie d'urgence a été réalisée, cette dame. Mais au bout de 11 jours, elle a présenté un syndrome mnésique qui était lié à l'atteinte de son lobe temporal. Et ça, c'est un deuxième patient de 52 ans qui qui était dans un état d'ébriété et a fait un accident. Quand il est arrivé le 24 janvier, un scanner initial avait montré évidemment cette petite lame hématome sous-dural en frontal et en pariétal gauche. Et il est revenu 3 semaines plus tard avec une lourdeur hémicorporelle gauche et un scan nous avait montré cet hématome sous-dural hémisphérique gauche avec un effet de masse. Donc c'est un patient qui est opéré en urgence et qui a récupéré d'une manière spectaculaire son déficit. Donc les hématomes sous-duraux peuvent être aigus ou chroniques, ça tout le monde le sait.
Et la prise en charge urgente est très importante chez ces personnes parce que la vie en dépend. Une dame de 30 ans, sans antécédents, qui est venue nous consulter pour des céphalées en coup de tonnerre. À l'arrivée, elle avait un Glasgow à 12. Et le scanner réalisé nous avait montré cette hémorragie méningée massive Fischer 3. Et une artériographie nous avait montré cette rupture d'anévrisme de la sylvienne gauche, comme vous le voyez à côté. Donc, il y a eu une grosse discussion chez cette patiente. Est-ce qu'il fallait faire, pour la technique chirurgicale qu'il fallait faire, est-ce qu'il fallait faire des coils? Est-ce qu'il fallait faire une embolisation? Est-ce qu'il fallait faire une chirurgie par rapport à cela? On a opté pour une embolisation, comme vous le voyez là, avec des coils, et ça s'est très bien passé, sans problème. Alors, le volet traitement des hémorragies cérébrales, surtout dans la phase aiguë, effectivement, c'est dans une unité de neuroréa où on peut bien prendre en charge ces genres de patients, une unité de neurovasculaire où il y a toute une équipe multidisciplinaire qui s'en occupe. Effectivement, la prise en charge, chirurgie ou pas chirurgie, ça dépend au cas par cas. Donc là, par exemple, on a un patient qui est âgé de 69 ans, qui a chuté de ses escaliers. Il est arrivé avec un Glasgow bas, où un scanner nous montre cette hémorragie intracérébrale avec inondation ventriculaire. Alors ici, beaucoup de gens peuvent se poser la question de savoir est-ce qu'il a saigné avant de chuter ou il a chuté et puis il a saigné. Mais du coup, comme le docteur Edingo l'a dit, là, on remarque très bien que c'est une hémorragie qui est profonde. Donc, ce patient qui est hypertendu connu a dû saigner avant de chuter. Donc, c'est aussi la subtilité de la chose qui nous met la puce à l'oreille par rapport à la prise en charge de nos patients. Effectivement, l'âge, le trouble de la conscience et un volume supérieur à 40 ml avec inondation ou pas inondation ventriculaire sont des facteurs de mauvais pronostic. Effectivement, c'est un forum de radiologues. Il ne faut pas oublier dans votre compte rendu de donner au neurochirurgien le volume de l'hématome, chose qui est très importante dans la prise en charge de nos patients. Donc, il y a multiples causes, comme on l'a si bien dit, donc je ne veux pas revenir sur ça. Mais quelle est la place de la neurochirurgie dans les hémorragies cérébrales? Ça, c'est très important à le savoir. Le traitement chirurgical précoce dans les 24 heures, ça a été comparé avec un traitement conservateur. Donc, puis il y a une chirurgie qui est... il y a le traitement conservateur par rapport au traitement. Il y a beaucoup de critères qu'on a eu à étudier. Et en gros, je veux vous le résumer, c'est que la prise en charge neurochirurgicale des hémorragies cérébrales spontanées dépend de plusieurs facteurs et c'est vraiment au cas par cas. D'où l'importance de cette bonne collaboration entre le neurochirurgien et le neuroradio avec la neuroréanimation pour pouvoir prendre une décision par rapport à cela. Mais là où on fait l'unanimité, c'est au niveau des hémorragies de la fosse postérieure où l'évacuation est de mise, sauf pour des patients au-delà de 70 ans. Mais même si, pour un hématome de la fosse postérieure, on ne tergiverse pas, on part vite, parce que le temps est très important. Là, je vous ai mis en image le patient que j'ai opéré il y a quelques jours, un hématome sous-dural aigu, qui est venu en urgence avec un Glasgow à 9. Donc là, vous voyez qu'on a utilisé évidemment le moteur. Là, au milieu, vous voyez, pour ceux qui n'ont jamais vu le parenchyme cérébral, il y a le parenchyme cérébral au milieu. Et à côté, cette feuillette blanchâtre que vous voyez, c'est ce qu'on appelle la dure-mère qui est ouverte. Et là, j'ai déjà évacué l'hématome et vous voyez très bien comment est-ce que le cerveau respire et est revenu à la surface. Donc, à côté, je vous ai mis une petite vidéo de l'évacuation de l'hématome pour voir comment est-ce qu'on fonctionne aussi au bloc opératoire, même si vous n'êtes pas d'une manière présentielle.
et vous pouvez y être d'une manière un peu plus virtuelle. Donc, quel est le pronostic? Après, opérer, pas opérer, qu'est-ce qu'il faut opérer, quand opérer? Donc, le pronostic dépend, comme je l'ai dit, du volume de l'hématome, de l'âge, de la localisation de l'hématome, du Glasgow à l'admission. Effectivement, en France et sous d'autres cieux, on met la pique aussi pour pouvoir voir la pression intracérébrale et par rapport à cela, cela nous guidera dans notre prise en charge. Donc, en gros, je voulais juste faire un peu ces petits résumés de la prise en charge neurochirurgicale. On pourra enrichir dans les discussions par rapport à ce sujet combien profond. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Ngamasata, pour votre présentation. Vous avez essentiellement abordé votre pratique au quotidien en montrant les différents cas cliniques que vous avez. Et c'est très intéressant. Ça nous a permis de découvrir le parenchyme cérébral qu'on n'avait jamais vu. C'est très intéressant. Alors, on va gagner le temps. Je pense qu'on peut directement passer à la discussion. Je rappelle que le docteur Edilwo a présenté la première partie. Il s'est appesanti uniquement sur les causes non traumatiques. Donc, pour ce qui est des causes traumatiques, prenez votre mal en patience lors du prochain speech. Vous pourrez poser des questions sur ce qui est des causes traumatiques. Je pense qu'en ce qui concerne aujourd'hui, nos questions vont s'appesantir essentiellement ou uniquement sur les causes non traumatiques, à moins qu'il y ait des questions de précision ou certaines particularités qu'on voudra poser au neurochirurgien, le docteur Ngamasata. Alors, je pense qu'on peut déjà prendre la première question. Celui qui veut poser une question peut se signaler. Juste faire un petit commentaire par rapport au message que j'ai vu de Dr Mahesh qui est très intéressant. Je vais partager vite fait ce qu'il dit et qui est très pratique hein, dans sa pratique quotidienne. Je ne sais pas si on arrive à voir le petit écran que j'ai partagé. En fait, le docteur Mahesh a Oui. parlé du Zoro. En fait, en pratique clinique, hein, c'est souvent ce que beaucoup utilisent. En fait, c'est un petit mnémotechnique qui est pas mal. Donc, il a raison de le dire, donc ça aide beaucoup. En fait, pour le Z et le O, donc le Z qui correspond à l'isosignal et l'hyposignal pour la phase aiguë. Et puis, quand on a les deux R de Zoro pour la phase subaiguë, en fait, en T1 en hypersignal et T2 hypersignal. Et quand on a en hyposignal sur toutes les séquences, c'est la phase chronique. C'est vraiment quand on a, voilà, c'est un petit mnémotechnique qui est pas mal pour éteindre le signal des hématomes. Et pas que des hématomes, hein, même pour dater les thrombus, hein, pour les thromboses veineuses cérébrales, on peut utiliser aussi le Zoro. C'était juste pour faire un petit commentaire par rapport au message du docteur Mahesh que je trouvais super intéressant. Merci. Pour sa contribution. Des questions? Jusque-là, je ne vois pas encore de manifestation par rapport aux questions. Mais le docteur Mahesh ici, il est là. Est-ce qu'il a un mot à dire? Il nous entend. Docteur Mahesh, vous nous entendez? Je pense que son... Docteur Mahesh? Ben, docteur Mahesh n'est pas... Jusque-là, il ne nous entend pas. Bonsoir, docteur. Je ne sais pas si vous me Bonsoir. captez. Bonsoir, docteur Mahesh. Je vous entends très bien.
Alors, Oui, Xavier, on merci. voulait savoir si vous avez 2-3 mots à ajouter, parce on a vu votre commentaire dans la discussion. Alors, on voulait vous donner Non, la parole en attendant les questions. comme les deux orateurs l'ont dit, hein, je crois que quand un plat est bien présenté et servi, ça ne sert à rien d'ajouter trop, on risque de tout gâcher. Je crois qu'on a bénéficié de l'expérience clinique du neurochirurgien. Et aussi, docteur Edingo, lui, il fait que de la neuroradiologie, hein. Vous savez que dans notre contexte, à nous, ici, on est un peu généraliste. Donc, je crois que, j'insiste toujours, j'espère que les assistants sont nombreux. Il est vraiment une grosse opportunité d'apprendre des choses parce que nous, à notre époque, déjà, Internet, c'était un souci et avoir des cours comme ça, il fallait tomber par hasard sur un bouquin d'un superviseur pour lire 2, 3 pages. Et c'est comme ça que moi, je les sollicite et recommande de poser des questions maintenant quand vous avez des aînés et des collègues qui viennent partager leurs matières d'excellence, quoi. Voilà. La neuroradio, c'est essentiellement au CHU. Et puis, quand on est en clinique, même ici, en clinique, on fait un peu de tout. Quand on est en Ah, clinique, d'accord. on fait, voilà, on passe un peu de tout. Et puis, quand on est au CHU, on fait une activité beaucoup plus spécialisée. Merci beaucoup, docteur Edingo. Je pense que ce genre de présentation, c'est aussi une occasion pour stimuler les plus jeunes à s'orienter vers la neuroimagerie, hein, la neuroradiologie, qui est très intéressante. Et donc, espérons que nous allons susciter des ambitions auprès des plus jeunes pour embrasser cette hyper spécialité de l'imagerie médicale. Docteur Flory, j'avais un commentaire. Oui, professeur Mata, vous avez la parole, vous pouvez parler. Oui, d'abord, je vais dire félicitations au docteur Edingo pour cette belle présentation. Également au docteur Ngamasata pour cette belle illustration de ce topic dans la pratique quotidienne. Et je pense avoir déjà commenté sur ça dans les numéros passés, l'année passée ou l'année d'avant, par rapport à la datation de l'hémorragie intracrânienne. On s'efforce de le faire dans tous les cas, sauf en cas de maltraitance. Comment on appelle ça, l'enfant battu, quand on a à faire des cas de maltraitance. Chaque fois qu'on nous appelle au tribunal, du moins aussi au Canada, vous n'irez pas plus de... si on vous appelle 10 fois dans 9% des cas, dans 90% des cas, les juges voudraient savoir est-ce qu'à partir du signal de l'hémorragie, si vous pouvez dater l'hémorragie. Pour dire que non, c'est arrivé il y a 3 jours, pour essayer de trouver l'adulte qui était avec l'enfant il y a 3 jours, qui serait résumé la personne qui aurait infligé ces traumatismes à l'enfant. Donc, toutes ces théories que nous avons apprises et dans les livres et aujourd'hui s'appliquent dans tous les cas, sauf en cas de maltraitance. Pourquoi? Parce que l'hémorragie que vous aurez à avoir là, généralement, c'est l'hémorragie sous-durale. Et c'est déjà mélangé au liquide céphalorachidien. Donc, la classification ou tous les paramètres que nous avons appris en radiologie pour pouvoir dater l'hémorragie ne s'appliquent pas là-bas. Il y a encore beaucoup de controverses. Je ne voulais pas m'étaler dessus ici. Pourquoi le timing tel qu'on le voit dans une hémorragie intra-axiale ne s'applique pas forcément dans l'hémorragie extra-axiale, c'est-à-dire en dehors du parenchyme. Il y a beaucoup de controverses, mais le consensus parmi les neuroradiologues, surtout pédiatriques, c'est de ne pas tenter de dater le stigmate de trauma chez un enfant maltraité pour ne pas être à côté. Maintenant, à part s'il y a d'autres éléments, par exemple, quand vous avez des thromboses de veines émissaires veines, le veine cortical, je pense, tout ça là, ça s'ajoute par rapport à comment ça forme votre conviction que vous avez affaire à une hémorragie ou à un traumatisme infligé à l'enfant. Je pense qu'on va y revenir dans un autre numéro, mais ici, le message clé serait appliquer cette datation dans tous les cas, sauf chez l'enfant
maltraités. Merci. Merci beaucoup, professeur Mata, pour cette intervention. Alors, je vois une question dans la discussion. Je pense que je veux vous la partager, docteur Edingo. Il y a un intervenant qui demande, il voudrait savoir la différence entre AVC hémorragique et leucoarariose. Je pense que j'ai bien cerné la question, c'est ça. Je pense peut-être qu'il voulait parler de AVC ischémique et leucoarariose. Quelle est la différence? Docteur Edingo? En fait, par définition, l'AVC ischémique est lié à une occlusion d'un vaisseau avec une hypoxie, hein, et qui va justement entraîner une nécrose, donc un infarcissement du parenchyme cérébral. Et dans la leucoariose, en fait, c'est des souffrances chroniques en fait, avec des infarctus qui sont plutôt incomplets. Donc, on n'a pas une mort cellulaire complète. On a justement cette atteinte, cette ischémie, qui est plutôt incomplet, qui va se traduire par des hypersignaux qui vont commencer à apparaître au niveau du parenchyme cérébral sur la séquence FLAIR en IRM. Et au scanner, ce sera des hypodensités, ce qu'on voit, des hypodensités périventriculaires. Donc ça, c'est par rapport à ça. Je vois une autre question qui dit que le compte rendu en cas d'hématome intracrânien. Donc, c'est tout ce qui va faire jouer le pronostic, déjà, quand on fait un compte rendu, déjà, un scanner cérébral, c'est déjà de préciser, de toujours mesurer le volume de notre hématome avec la méthode ABC sur 2, prendre les trois axes et diviser par 2 ou multiplier par 0,5 pour avoir un volume. C'est-à-dire qu'un hématome, parce que le neurochirurgien il est là, donc lui, ils savent, hein, donc pour un volume qui est un hématome, qui a un gros hématome qui va peut-être nécessiter une prise en charge neurochirurgicale, ne sera pas pareil avec un petit hématome de 5 millilitres déjà. Donc, le volume de l'hématome, est-ce que c'est un hématome qui a des contours, comme on a vu là tout à l'heure, un hématome qui est très hétérogène, des contours réguliers, qui a un facteur de risque de résaignement? Est-ce que cet hématome a un effet de masse sur les structures médianes? Est-ce que cet effet de masse sur les structures avoisinantes? Est-ce qu'il y a un engagement? Les types d'engagement, tout ça, il faut préciser. Est-ce que non, en face d'un hématome qui est sustentoriel ou infratentoriel, donc au niveau de la fosse cérébrale postérieure, qui n'aura pas le même pronostic? Est-ce que cet hématome intraparenchymenteux, est-ce qu'il est accompagné d'une hémorragie intraventriculaire ou pas? Donc tout ça va faire varier le pronostic. Donc notre compte rendu, il faut préciser tous ces éléments-là. Après, l'autre question, est-ce qu'un AVC ischémique peut-il être secondaire à un AVC hémorragique? Est-ce qu'un AVC peut-il conduire à une ischémie? Oui, dans certains cas, hein, comme dans les hémorragies on verra lors de la deuxième partie, mais dans les complications, par exemple, des hémorragies sous-arachnoïdiennes, on a l'ischémie. C'est une ischémie qui est liée par des vasospasmes, donc il peut entraîner un AVC ischémique, donc on le verra. Oui, même des infarcissements hémorragiques en fait, qui peuvent donner ça. Quand il y a une nécrose tissulaire, on a une accumulation de sang qui est causée par une obstruction de la veine de drainage. On peut avoir des infarcissements hémorragiques. Donc, comment distinguer au scanner un AVC hémorragique d'un AVC ischémique dans la phase aiguë? Voilà, c'est vraiment pas la même sémiologie. Je ne donne pas les hématomes. Hématome, qui dit hématome intraparenchymenté du processus aussi expansif, intraparenchymenté. Donc, ce sera, alors que l'AVC ischémique, c'est plutôt un hypersignal qu'on va rechercher en sa séquence de diffusion ou au scanner. Ce sera une lésion soit hypodense au scanner, selon l'âge de notre ischémie, ou un hypersignal diffusion qui sera beaucoup plus systématisé, hein, avec une atteinte corticale. Donc ça, c'est pour l'AVC ischémique. Pour notre hématome, c'est vraiment un processus, un certain nombre de masses bien arrondies, avec des produits de dégradation de notre hémoglobine, comme on a étudié, comme on a vu lors du cours, que ce soit en IRM ou au scanner, donc spontanément hyperdense pour un hématome récent. La problématique qui se pose parfois, c'est pour des hématomes qui sont subaigus, comme ce que vous avez vu, qui ont parfois des prises de contraste annulaires ou des hématomes avec une dégradation qui deviennent hypodenses.
qui peuvent commencer à poser de problèmes diagnostiques. Mais dans la systématisation et dans les signes associés, les produits de dégradation de l'hémoglobine, ce n'est vraiment pas la même sémiologie pour les AVC ischémiques et pour les AVC hémorragiques. Merci beaucoup, docteur Edingo. Je pense que pour le moment, il n'y a plus de préoccupations. On a balayé toutes les questions qui ont été posées. Alors, je ne sais pas si le docteur Ngamasata a encore peut-être un commentaire à faire. Mais sinon, je pense qu'on peut s'arrêter là et nous donner rendez-vous pour le prochain numéro. Docteur Ngamasata, vous avez un dernier mot à dire, s'il vous plaît? Merci à tout le monde. Merci au professeur Dadimata, force à toi, et merci à docteur Edingo. Et merci à tout le monde, à tous les participants. Nous restons même en privé. S'il y a des questions, il y a des éclaircissements, il y a des mises au point, on est disponible pour ça. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, docteur Trésor. Docteur Edingo, un dernier mot? Non, merci à tous. Et puis, on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Dans Et 2 là, on semaines. pourra voir tout ce qu'on n'a pas pu aborder aujourd'hui, hein, déjà pour les hématomes intraparenchymenteux, donc les autres causes, hein, que ce soit les malformations vasculaires et puis autres. Et puis, on verra aussi les hémorragies sous-arachnoïdiennes, les anévrismes et tout le reste. Donc, prenez votre mal en patience et on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Merci beaucoup, docteur Edingo. Professeur Mata, un mot? Merci beaucoup à vous tous, en commençant par vous-même, docteur Florine Tello, pour cette belle modération. Au docteur Edingo pour cette belle présentation, une fois de plus, comme je l'ai dit, docteur Ngamasat également. Donc, comme l'a dit docteur Edingo, on se revoit le 24, si j'ai bonne mémoire, pour le prochain numéro. Comme vous le savez, depuis un temps, on fait un océan chaque 2 semaines. Donc, lors de cette occasion-là, on verra le reste des hémorragies intracrâniennes. Et d'ici là, prenez soin de vous-même. Au revoir. Merci Bonne soirée à beaucoup, tous. Au docteur revoir. Mata. Bonne soirée. Au revoir. Quoi?